Bienvenue sur la chaîne Décadence ou Progrès, nuancé pour évoluer. Nous allons aborder aujourd'hui le vaste thème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en a tous un, deux ou trois, c'est omniprésent. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une forme de décadence ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de progrès ou un savant mélange des deux? On va le savoir aujourd'hui avec nos super invités. On a Rose qui vient, Paul, Chloé et Angela qui viennent respectivement des milieux donc de l'environnement, de l'urbanisation, de la psychologie du développement et de l'éducation pour Paul, de la psychologie cognitive pour Chloé et du monde du marketing et de la communication. Je vais maintenant vous demander de faire un petit tour de table pour vous présenter brièvement. On va commencer par Angela. Est-ce que tu viens te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, donc je m'appelle Angela. Je viens d'être diplômée en septembre d'un master MBA marketing digital. Et aujourd'hui, je suis en CDI dans une entreprise dans le médical à l'international. Et je suis chargée de communication et marketing. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce qu'est la communication et le marketing pour toi en quelques mots? La communication, ça touche effectivement à beaucoup de choses. Le marketing, encore plus. Pour moi, le marketing même englobe la communication. Mais c'est le fait de véhiculer, d'échanger avec d'autres personnes, aussi bien pour le personnel que le professionnel. Les entreprises aujourd'hui, si elles ne communiquent pas, il n'y a pas d'interaction, ça ne fonctionne pas. Merci d'être présente et de t'être présentée. Chloé, à toi maintenant. Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour. Très mystérieux tout ça. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Chloé, au cas où si je l'avais oublié. Du coup, je suis en 2e année de master en psychologie cognitive. Donc ça résume bien, c'est un terme très vaste et que très peu de gens connaissent la définition. Qu'est-ce que c'est la psychologie cognitive? La psychologie cognitive, c'est un domaine qui est relativement large et qui évalue en fait tout, attention, le terme va revenir, processus cognitif. Dedans, ça va être par exemple comment fonctionne le langage, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne aussi tout ce qui va être du panel des fonctions exécutives qui régissent un peu pas mal de comportements comme le système attentionnel. D'accord. Et même le fonctionnement de la mémoire aussi. Voilà, moi j'apprécie particulièrement aussi l'étude des émotions. Alors ça c'est un peu ton dada du coup, ça, les c'est émotions. mon dada, les super. émotions. Et aussi j'ai un petit point faible pour les biais cognitifs. Et on va en parler tout à l'heure parce que les réseaux sociaux les utilisent pas mal apparemment. Pas mal, ouais. Ok, super, merci d'être présente Chloé, c'est trop cool. Paul, à toi maintenant. Psychologie du développement et de l'éducation. Exact. Alors moi je suis aussi en master de psychologie, mais en psychologie du développement cognitif et social de l'enfant et de l'adolescent, première année. Donc voilà, la psychologie du développement en fait c'est une sous-discipline de la psychologie qui s'intéresse au développement, en tout cas ce qu'on appelle l'évolution ontogénique, l'ontogénèse psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que de la naissance jusqu'à la mort, l'individu évolue sur différentes facettes de sa vie. Ça peut être les facettes cognitives, donc ce qui a été décrit par Chloé tout à l'heure, mais aussi les facettes affectives, émotionnelles, sociales, tout ce qui va être attrait au comportement humain, en proposant en fait des modèles, les fameux modèles du développement qui permettent d'expliquer, de décrire finement comment est-ce que va se développer l'enfant, l'adolescent, l'adulte, même la personne âgée et évidemment le bébé. Et tout ça toujours remis en contexte d'enjeux très souvent d'enjeux de santé publique, enjeux d'éducation ou des enjeux sociétaux assez contemporains. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et aussi, moi, je parlerai aussi d'écran. C'est quelque chose qui est super important et qui est très, très, très étudié en ce moment. Donc voilà, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci. Et Rose, du coup, peux-tu te présenter? Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Rose, comme tu l'as dit. Donc, je suis fraîchement diplômée d'une école d'ingénieur en environnement, qui est un terme très très large. Vraiment, ça touche tout ce qui touche à l'environnement, de l'eau, en passant par les déchets, l'énergie, le bâtiment, etc. Merci beaucoup les amis de vous être présentés. Super tour de table, des disciplines qui sont à la fois très différentes mais complémentaires. On va le voir là dans cet échange. À moi maintenant de me présenter. Donc je m'appelle Clara. Je suis comme Chloé en master 2 de psychologie cognitive fondamentale et appliquée à l'université Paris-Cité. Ce qui m'intéresse particulièrement dans les sciences cognitives, c'est donc le rôle des émotions
émotions dans la prise de décision. Et ce qui m'intéresse encore plus particulièrement, c'est de voir un peu l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles chez les personnels en milieu préhospitalier, parce que je suis aussi à côté réserviste au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc voilà, ça me tient aussi à cœur de l'aborder très brièvement. Et aujourd'hui, je ne suis pas là en tant qu'intervenante, mais je vais essayer du mieux que je peux d'animer le débat. Voilà. Je vous propose qu'on rentre désormais dans le vif du sujet. Pour rappel, là, donc le grand thème, ce sont les réseaux sociaux. Mais alors, les réseaux sociaux, so what? Quel thème? Et la grande question qui est aussi le nom de cette chaîne, c'est décadence ou progrès? Et vous, si vous êtes ici, les amis, c'est justement pour nuancer le propos, parce qu'on sait que c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Nuancer pour évoluer, c'est notre slogan. Alors pour commencer le débat, je vais te proposer, Angela, de commencer, du coup en rapport avec l'une des problématiques pour répondre à cette grande question réseaux sociaux, décadence ou progrès. Salut les copains, c'est la monteuse de Décadence ou Progrès qui vous parle. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo pour vous dire que pendant le débat, certains mots plus ou moins complexes seront utilisés par les intervenants. Eux, ce sont des mots qu'ils ont l'habitude d'entendre et d'utiliser au quotidien, nous, pas forcément. Du coup, pour une meilleure compréhension, on va vous créer en description un petit lexique et dès que vous entendrez ce son... non, pas ce son. Dès que vous entendrez ce son... non plus. Ah, je sais. Dès que vous entendrez ce son... D'accord, on va partir sur un son un peu plus classique peut-être. Voilà, ok. Dès que vous entendrez ce son, le mot sera surligné à l'image et vous pourrez retrouver sa définition en description. Voilà, ou alors c'est que votre repas est prêt, mais là pour le coup, moi je peux pas faire grand-chose. Bref, allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Ta première problématique tourne autour de l'insertion professionnelle des jeunes. Est-ce que les réseaux sociaux aident ou non à cette insertion professionnelle des jeunes? Alors, répondre par oui ou non, je sais pas. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un réseau social aujourd'hui que la majorité des gens connaissent, c'est LinkedIn. C'est le réseau social professionnel dédié à l'emploi. Donc c'est qualifié de réseau social, mais ça aide à la recherche, ça aide à la candidature, ça aide à beaucoup de choses. Donc c'est un réseau social qui se développe de plus en plus et que les entreprises aujourd'hui l'utilisent comme levier pour performer, c'est-à-dire même pour des fois inciter à l'achat. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités et même l'outil en lui-même se développe pour favoriser le recrutement. Donc c'est aussi un outil pour les RH par exemple dans les entreprises. Il faut savoir que sur LinkedIn, il y a 8 candidatures par seconde qui sont postées. D'accord, à l'international? Non, 101, je dis des bêtises. Plus d'une centaine par seconde. Et qu'il y a 52 millions d'utilisateurs sur LinkedIn qui recherchent de l'emploi tout le temps. Dans le monde entier? Oui. D'accord. Oui. Donc il y a 500 millions d'utilisateurs à peu près, selon des statistiques en 2021. Et moi, par exemple, en alternance, j'ai fait 3 ans d'alternance, c'est le réseau social sur lequel je me suis à chaque fois penchée. J'ai eu 3 entreprises différentes, les 3 m'ont mis à chaque fois sur LinkedIn pour booster leur performance. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire, les amis. Donc voilà, donc pour l'insertion professionnelle des jeunes, oui, aujourd'hui pour moi, c'est mon avis, avec l'expérience que j'ai acquise pendant les 3 ans d'alternance. Si un jeune aujourd'hui il cherche du travail, effectivement, il y a la manière traditionnelle où il faut faire du démarchage, du porte-à-porte, ça reste quand même un levier pour moi qui est important, la présence physique, la prestance, etc. Mais LinkedIn aujourd'hui, c'est la plateforme pour trouver du travail. Mon CDI, là, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et je peux vous dire que ça a été expéditif. C'est-à-dire que j'ai été diplômée en septembre. J'ai cherché très longtemps. J'avais déjà cherché depuis juin. J'avais anticipé un CV, etc. Je postulais, mais j'avais pas vraiment de retour. Et il y a eu une annonce au bout de 2 heures qui a été postée. Je me suis dit, je tente. Il y avait 70 candidats. Et puis, ils m'ont appelé le lendemain. Et après, j'ai fait mes entretiens. Et voilà. Et c'est grâce à LinkedIn. Un CDI. Ouais. Ok. Et pour l'alternance, il y a plein d'offres. Que ce soit CDD, CDI, intérim, stage. C'est comme Indeed. Indeed, c'est pas un réseau social. Ah voilà, c'est une plateforme. Comment ? C'est quoi pardon, désolée. Mais c'est quoi la différence du coup entre Indeed et Indeed, c'est une application, un site internet, on va dire. C'est de la recherche dédié à la recherche d'emploi. Mais il n'y a pas de chat, par exemple. Il n'y a pas de possibilité de poster, de développer son activité. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn tend aussi à, comme les créateurs, les influenceurs,
il y a aussi cette partie-là de post où on peut publier, booster, on peut dire voilà, aujourd'hui j'ai appris que ChatGPT avait une nouvelle version, un nouvel algorithme par exemple, et tu informes ton public. En fait, tu construis ta communauté autour de toi pour apprendre des tips. Oh, vous savez quoi, aujourd'hui j'ai vu que Canva il proposait un nouveau outil magique ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, tu informes les autres de tes compétences et ça te permet de créer du lien social. C'est pour ça que c'est un réseau social. Mais aussi, c'est professionnel, 100% professionnel. Et du coup, j'avais une question. Ouais. Tu as dit que tes précédentes entreprises te mettaient sur LinkedIn pour booster leur performance. Oui, alors je vais reprendre. Oui, c'est ça. En fait, les entreprises, moi j'étais en tant que communication. Donc le but, c'est que l'entreprise communique sur différents canaux. Donc il y avait Instagram, il y avait tous les réseaux sociaux. Instagram, il y avait YouTube aussi, des fois, des chaînes. Et en fait, le but, c'était soit on était en B2B, soit en B2C. Donc business to business et business to consumer. Donc moi, à chaque fois, j'étais dans des entreprises professionnelles. Donc on utilisait forcément LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est B2B. Donc notre cible client était sur ce réseau social. Donc en fait, moi, mon but, c'était community manager. Mon but, c'était de cibler, segmenter, voir les clients qu'il y avait sur notre compte, booster notre page entreprise, montrer l'image de marque, développer notre notoriété sur ce canal pour ensuite faire... le but, c'est de faire du chiffre, c'est de faire tout ça, de la publicité. Il y a énormément de choses. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Moi, justement, par rapport à Angela, ce que tu as dit à propos de ça, donc là, tu parles notamment de l'utilisation de LinkedIn pour la recherche d'emploi, donc pour les jeunes, aller sur LinkedIn et voir les offres. Mais par rapport au développement, on va dire, assez croissant là, ces dernières années de LinkedIn et des entreprises, des experts, etc., des créateurs ou influenceurs sur LinkedIn, est-ce que, comment les jeunes aujourd'hui peuvent arriver à justement trouver leur place sur LinkedIn autrement que seulement sur la recherche et en étant juste consommateur en fait de ce contenu? Comment prendre cette place-là et s'insérer vraiment dans le monde professionnel aux côtés de gens peut-être experts ou autres. Sur LinkedIn. Alors, si j'ai bien compris ta question, pour moi, par exemple, typiquement, j'ai trouvé un emploi, mais je continue à utiliser LinkedIn et c'est pas simplement parce que j'ai trouvé mon entreprise, ça y est, j'arrête. Non, au contraire, pour moi, c'est un outil. C'est un réseau social, effectivement. Ah oui, c'est un réseau social. On peut voir, par exemple, dans le domaine de la recherche, vous avez énormément d'activités du chercheur qui tend maintenant vers une médiatisation de la recherche, justement, quand il y a des grands enjeux derrière tout ça, autour de LinkedIn est parmi les réseaux qui est aussi utilisé. C'est pour ça que, contrairement à Indeed, c'est vraiment un réseau social où on peut créer un certain lien. Voilà, on a aussi beaucoup de partage. Et pour moi, effectivement, on a aussi cette dimension de chercher un emploi, trouver un emploi, mais c'est aussi créer du lien, comme tu l'as dit, du lien social. Alors, un lien social qui va être professionnel, évidemment, mais qui est absolument... c'est super intéressant parce que on peut se retrouver à partager effectivement des connaissances autour, évidemment, des différents domaines professionnels. Et c'est devenu vraiment... je ne sais pas si à la base, LinkedIn, ça a été fondé et créé avec ce but-là, mais aujourd'hui, je le vois, on peut tous le voir, c'est vraiment utilisé comme un vrai réseau social, avec sa petite particularité. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de la notion de créer du lien, mais il y a aussi des recherches qui ont essayé d'évaluer en fait, l'impact des réseaux sociaux. Non seulement, je ne sais pas si sur LinkedIn, ils ont évalué ces choses-là, mais je sais qu'ils ont fait pour Facebook, Instagram et YouTube. Où ce qui était très intéressant, c'était justement ce sentiment d'appartenance avec l'utilisation des réseaux sociaux, donc sur des jeunes adultes. Ils évaluaient un peu tout ce qui est sentiment d'appartenance, niveau d'anxiété, niveau de dépression. Les réseaux sociaux à utilisation active amélioraient un peu leur état, on va dire, d'appartenance. Bien sûr, lorsqu'il y avait des problèmes sous-jacents, donc de dépression et d'anxiété, ça n'avait rien amélioré. Surtout quand on parle de sentiment de FOMO, qui est de Fear of Missing Out. Et donc, alors ça, s'il y a un état un petit peu anxieux ou dépression en amont, ça n'arrange rien, ça forcément. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas la cause de ces états-là.
mais ça peut être des facteurs aggravants. Ça, c'est une question absolument fondamentale, la question de la cause, de la causalité. Quand on fait de la recherche, que ce soit en psychologie cognitive ou en psychologie du développement, c'est, je pense, le point fondamental quand on se pose, c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quel... Parce que beaucoup des études, par exemple, si vous regardez dans le développement cognitif ou dans tous les facteurs cognitifs, affectifs, sociaux, c'est des corrélations. On voit par exemple qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le temps d'écran et, je ne sais pas moi, les troubles anxieux, enfin peu importe, mais c'est des corrélations. Et corrélations, ça n'applique pas forcément de causalité. Oui, de cause à effet. Donc effectivement, ça c'est une grande limite. Je pense que ça, on pourrait peut-être le préciser, cette différence qu'il peut y avoir entre corrélation et causalité, le préciser. La corrélation, fondamentalement, c'est on regarde deux phénomènes et on se demande s'ils sont liés. Par exemple, il y a une corrélation entre, je ne sais pas moi, le QI et la performance scolaire. C'est-à-dire que plus vous avez un haut QI, plus vous serez performant. J'aurais pas utilisé cet exemple-là, moi. C'est un exemple. C'est la taille des pieds et le QI, par exemple. La taille des pieds. Voilà, oui, mais là, c'est pour montrer justement que corrélation n'est pas causalité. Bah oui, mais parfois, ça peut être le cas. Il faut bien comprendre que corrélation peut être causalité, mais n'est pas systématiquement causalité. Et le meilleur exemple pour montrer, donc on a QI et pieds. Moi, celui que j'utilise souvent, c'est qu'il y a une corrélation quasiment parfaite entre la consommation de glace et les homicides. Les homicides au sein du foyer. Donc, vous qui peut-être ne connaissez pas trop, en tout cas niveau corrélation et causalité de variables, vous vous dites, donc ça veut dire que plus on consomme de glace, plus il y a de meurtres au sein d'un foyer. Sauf qu'en fait, on oublie qu'il y a une troisième variable dans ce lien qui est la chaleur. Plus il fait chaud, plus vous consommez de glace, ça c'est un lien causal, et plus il fait chaud, plus vous avez tendance à être impulsif, à être sur les nerfs, et donc plus on pourrait avoir du coup des homicides. Voilà. Deux facteurs qui rentrent en compte et qui ne sont pas du tout pris en compte dans la troisième facteur, une co-variable, le caché, celui qui est caché. Là et qui effectivement, on pourrait l'oublier et dire il y a une corrélation parfaite. Donc voilà, il y a une corrélation parfaite entre le temps d'écran, le temps passé sur écran et l'obésité. Oui, mais il faut comprendre que c'est pas parce que vous regardez des écrans que vous allez devenir obèse. Non, c'est parce que par exemple vous allez devenir sédentaire, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas aller trop vite en besogne, si je puis dire, dans les conclusions, même au sein de la recherche scientifique. Tous les papiers disent attention, on prend des pincettes, on est précautionneux, parce que c'est un champ qui est tout neuf et on peut le dire, il y a très peu de données, très peu de données, et même les données qui existent sont très peu concluantes. Donc c'est un peu difficile de répondre par exemple à cette question de décadence ou progrès. C'est difficile parce que même si on pouvait fournir une réponse, on ne serait pas tout à fait sûr de nous, parce qu'il y a plein de données qui sont complètement, comment dire, il y en a certaines qui vont dans un sens, dans l'autre, et même avec des méta-analyses, on n'arrive pas spécialement à... Il n'y a pas consensus de toute façon. Il n'y a presque aucun consensus. Méta-analyse, Paul... Oui, pardon, il faut que je définisse. Une méta-analyse, grosso modo, c'est on prend plein d'études et on regarde, on fait la moyenne de plein d'études. Par exemple, on prend plein d'études qui ont testé l'effet du temps d'écran sur la prise de poids ou l'obésité. On en prend une trentaine et on fait la moyenne pour voir, parce que c'est un article scientifique, c'est un niveau de preuve qui est intéressant, mais qui n'est pas le niveau maximal. Le meilleur niveau, c'est le fait de faire une méta-analyse, voire même les méta-analyses de méta-analyse. Ah oui, mais là, on vient dans un truc vraiment très méta. C'est très très rare d'en avoir. Mais et puis pour rebondir un peu, ça sera coupé. Quand tu disais aussi qu'on ne pouvait pas non plus tirer de conclusions hâtives parce qu'il n'y a pas consensuel et que de toute façon, quand on parle de réseaux sociaux aussi, c'est multifactoriel. Donc on a bien compris, il faut essayer de prendre ce recul-là justement. Aussi, c'est on peut dire que les réseaux sociaux sont assez récents et au niveau longitudinal, toi qui t'intéresses du coup à psychologie du développement, on ne peut pas encore réellement évaluer l'impact qu'ils ont eu sur le développement général puisque c'est très récent. Par exemple, tout récemment, il y a eu une grande commission TikTok organisée par le Sénat de la République française. Et effectivement, ils se sont questionnés sur l'impact de TikTok sur le développement des enfants, des jeunes, etc. Très difficile d'y répondre puisque TikTok, ça existe depuis quelques années seulement. Voilà, ça... et ça a explosé en tout cas vers ces périodes-là. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de retours. Et même si on prend les autres réseaux sociaux, parce qu'effectivement il n'y a pas que TikTok,
c'est difficile d'avoir des retours qui sont fameux. On a des cohortes. Donc des cohortes, c'est-à-dire on prend un groupe et qu'on suit à plusieurs reprises pour étudier l'évolution et le développement. Bon, c'est très compliqué de faire des conclusions parce que c'est pas fameux quoi. Ça veut dire quelque chose. Oui, par rapport à ce que tu dis, le fait qu'aujourd'hui on a peu de retours ou c'est encore compliqué d'en avoir, les retours qu'on peut avoir, les premiers retours qu'on peut distinguer, ils vont plus porter sur quoi? Est-ce que du coup ça va plus porter vraiment sur l'éducation qu'on va rechercher ou... Alors déjà, si on veut parler de consensus, il y a déjà un très bon consensus qui est qu'on n'a pas spécialement d'effet très nocif au-dessus d'une utilisation au-dessus de 3 ans. C'est-à-dire qu'en dessous de 3 ans, si vous mettez votre enfant, votre bébé, devant la télévision, devant un écran, etc., vous allez avoir des effets néfastes. Alors quand je dis effet néfaste, à nuancer, on a entendu, vous mettez devant votre enfant devant un écran, il va développer un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est faux, c'est pas vrai, ça n'a pas été prouvé. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que ça va accentuer et donner des retards, des difficultés qui sont de 1 rattrapables et de 2 qui ne sont pas forcément systématiques. En tout cas, c'est pas des effets qui sont très francs, mais il y en a quand même. Par contre, au-dessus de 3 ans, rien n'est concluant. Il y a un petit peu, le seul truc qui est concluant, ce serait sur le sommeil. Là, effectivement, les écrans, c'est pas très bon pour le sommeil, surtout quand on consomme avant de se coucher. Après, la question du sommeil, c'est une question qui est assez... on est assez consensuel là-dessus. Et évidemment, si vous avez une privation de sommeil, ça va impacter 2 grandes fonctions cérébrales qui sont fondamentales. La plasticité cérébrale, donc le fait que votre cerveau va pouvoir évoluer en fonction de vos apprentissages et de vos expériences de vie. Et la mémorisation et l'apprentissage. Donc ça va ensemble, évidemment. Tout ce qui est langage neuronal, tout ça. Tout à fait. Donc effectivement... Là, on a un bel exemple de covariation entre 3 variables, c'est-à-dire qu'on a une belle corrélation entre le temps de sommeil, le temps passé sur les écrans et le fait qu'on ait peut-être des performances cognitives un peu amoindries. Il y a peut-être aussi la question du sommeil qui rentre en jeu et qu'il faut prendre en compte. Justement, j'aimerais rebondir là-dessus, sur tout ce qui est fonction exécutive. On adore les fonctions exécutives. Ce qui est très intéressant, j'ai vu un papier récemment qui était très passionnant sur tout ce qui était flexibilité mentale. Et donc, ça travaille aussi avec la mémoire de travail. Donc, alors, je vous explique. Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que la flexibilité mentale et la mémoire de travail. Donc, la flexibilité mentale, ça va être la capacité de passer d'une tâche à l'autre dans le moins de temps possible. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un exemple typique, vous allez être sur votre téléphone, vous êtes en train d'écrire un message et il faut réaliser, par exemple, surveiller en même temps la soupe qui est en train de cuire sur le feu. Donc ça, vous êtes en soi en double tâche qui nécessite soit la division de votre attention, et il y en a une qui va nécessiter plus d'attention que l'autre. Donc par exemple, la casserole commence à déborder. Et du coup, le but, ça va être de switcher votre attention et donc vos capacités vers la tâche la plus importante en soi. Et c'est la flexibilité mentale en bien résumé, on va dire. Et donc la mémoire de travail, ça c'est par exemple tout ce qui va être la mémoire vive du téléphone, on va dire. C'est-à-dire ce que vous faites maintenant, par exemple, retenir un numéro de téléphone, fait merde, il m'a dit attends 06 32 14. Ça, c'est la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme. Vous puissiez retenir votre numéro de téléphone, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Par contre, si là je vous donne mon numéro de téléphone, dans 1 minute, tu l'auras oublié. Parce qu'effectivement, c'est une mémoire qui est à très court terme, très, très limitée aussi. Vous ne pouvez pas retenir plein de choses. Ou par exemple, un exemple qui était très typique d'il y a approximativement 4 heures, c'était retenir le digicode pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui est rentrée, qui a fait le code, et on était là, ok, 03. Voilà. Et après on attendait qu'elle parte, on attendait les autres, et après on fait, alors c'était 03. Et hop, et on rentre. Et du coup, ça, c'est la mémoire de travail. Parce qu'en soi, le code, on l'oublie après. Et donc, c'est une mémoire à court terme, mais quand même très pratique pour tous les mémorisations et les apprentissages. Et donc, pour revenir sur le sujet des réseaux sociaux, ce qui est intéressant en psychologie, notamment cognitive, c'est qu'on peut voir que entraîner certaines fonctions, du coup, ça les améliore. Et donc ça, c'est chouette. Du coup, les réseaux sociaux peuvent entraîner sur seulement certaines
certaines façons de les utiliser. Donc ça serait une façon active et que par exemple sur YouTube, quand on passe, par exemple, on partage une vidéo et en même temps on en regarde une et en même temps il faut garder en tête qu'est-ce qu'on a dit à son copain pour savoir quelle vidéo on lui a envoyée, etc. Ça déjà on est sur du multitâche et donc on entraîne une certaine capacité de flexibilité mentale. Donc après, à savoir que ça, c'est pas non plus transposable à toutes les situations. Mais déjà, là, on entraîne une certaine façon de réfléchir qui peut être aussi intéressante. Et c'est cette logique, en fait, qui peut être utilisée derrière dans d'autres situations et qui est assez intéressant. Donc ce serait plutôt un point positif. Ça serait un point positif. Le côté un peu positif. C'est ça. Mais après, bien sûr, les papiers que j'ai regardés, c'était que sur certaines fonctionnalités. Oui. Et faut garder en tête que l'entraînement des fonctions exécutives ne sont pas transposables à d'autres situations différentes. C'est-à-dire, dans des situations similaires, c'est transposable. Par exemple, parler à quelqu'un et en même temps garder en tête ce qu'on lui a dit il y a 5 minutes et garder en tête d'autres choses en même temps. Si on prend des exercices d'évaluation qui sont sur les mêmes règles, on va dire, là c'est transposable. Mais si on demande par exemple je sais pas, là encore une fois j'extrapole, mais de lire un livre en faisant du vélo et en vérifiant la soupe, alors là, ça n'a rien. Même si vous envoyez des vidéos toute la journée à votre pote, vous n'arriverez pas à faire les trois. Hein. Ça, il faut toujours. Et on a la même chose avec les jeux vidéo. Là, c'est formidable. On a les jeux vidéo. Alors bon, pas tous les types de jeux vidéo. Pareil, c'est les pires en plus. C'est les jeux vidéo d'action, tir à la première personne. Ça, les parents ils vont adorer. Mais effectivement, ce sont des jeux vidéo qui permettent, avec une utilisation régulière, d'entraîner diverses fonctions attentionnelles, exécutives, de temps de réaction également, qui ont des effets en plus qui se maintiennent dans le temps. Et ça, c'est absolument fondamental, c'est que ça se maintient. Par exemple, vous faites un entraînement jeu vidéo pendant 2 ans après l'arrêt de l'entraînement, ça va se maintenir. Même avec des apprentissages scolaires, vous n'obtenez pas ce genre de résultats. Est-ce que tu peux quantifier l'utilisation régulière ? Qu'est-ce que tu appelles utilisation régulière des jeux vidéo ? C'est là où il y a justement énormément de différences dans la comment on appelle ça déjà, littérature. Ouais. Parce qu'en fait, suivant en fait les papiers qui sont publiés, les auteurs vont pas forcément utiliser les mêmes méthodes d'évaluation. Après, ça tourne toujours autour des mêmes eaux, hein, bien sûr. On va dire une utilisation régulière. Un individu expert, ça sera à partir de 8 heures par semaine, par exemple, de jeu. Rose, on va parler un peu du coup de l'environnement et de l'impact des réseaux sociaux sur l'environnement. Et l'une des problématiques sur lesquelles tu as travaillé, c'était... Alors oui, comment ils peuvent participer au développement d'une ville ou alors comment les réseaux sociaux impactent l'environnement, de manière plus générale. Oui, alors déjà, je voudrais quand même revenir et clarifier un peu sur la question de l'environnement parce que l'environnement, c'est un terme très large. Donc c'est vrai que dans la conscience collective, on va dire, on va plus associer l'environnement à la nature, à l'écologie, etc. Mais du coup, on va pouvoir parler un peu des impacts des environnements des réseaux sociaux sur l'environnement et sur l'environnement naturel, parce qu'il y en a, notamment la pollution numérique, mais je pourrais y revenir, et aussi du coup, sur l'environnement social, donc qui va être toutes les activités qui définissent en fait autour de quelqu'un qui gravite autour de nous là-dessus. Les réseaux sociaux vont forcément nous impacter. Ça va peut-être aussi, je pense, revenir un petit peu sur la psychologie du développement, notamment la manière dont les réseaux sociaux peuvent agir comme un refuge, créer un lien social, rassembler les gens, etc. Et d'ailleurs, le fait de rassembler aussi, c'est, je pense, un point important dans la construction et le développement des villes. Depuis, je pense, une quinzaine d'années, on va dire, notamment depuis aussi les différentes crises économiques là-dessus, qui se sont... Le rassemblement des personnes autour du développement des villes et du public ont aussi été affectés par ça, notamment suite à la baisse des pouvoirs publics dans
dans ce qui est mis en fait dans l'aménagement du territoire. Et donc ça a incité les gens à se rassembler et essayer de faire des actions, notamment aussi pour plus prendre en compte leurs besoins, parce que les citoyens sont les premiers touchés et premiers utilisateurs. Donc ça va être important là-dessus. Et les réseaux sociaux sont une très bonne manière justement de rassembler. Je prendrai l'exemple, notamment un exemple assez récent, sur les Jeux Olympiques. Donc, l'organisation de Paris 2024, où une construction, un aménagement pour les JO a été nécessaire, entre guillemets, à Tahiti, et en fait qui était une aberration un peu écologique, de construire une tour d'arbitrage pour ça. Et ça a réveillé les consciences et soulevé et soutenu par des personnalités publiques, notamment un surfeur qui est très, très apprécié là-dedans. Et grâce aux réseaux sociaux et à l'impact que ça a dans le monde et le fait que ça a tourné, ça a permis de récolter suffisamment justement de signatures pour que Paris 2024 décide en fait effectivement c'est pas forcément utile de faire ce genre d'aménagement-là, et on peut trouver autre chose pour garder notre environnement et préserver nos coraux. Et c'est grâce à cette mobilisation permise par les réseaux sociaux. Donc, sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas pu y avoir cette, c'est ça. Dire ce forum, cette résonance, cette résonance au niveau gouvernemental, au niveau de l'institution, etc. Et faire entendre les voix des populations qui auraient été impactées là-dessus. Super. Ok. Et tu dirais que le réseau social qui est le plus massivement investi là-dedans, c'est lequel ? Là-dedans, dans Instagram est vraiment passé devant là-dessus. Aujourd'hui, la plupart des personnalités publiques vont utiliser Instagram et essayer de faire passer des messages, ou même sur toutes les activités pour l'environnement, et essayer de mobiliser du monde. Ça va principalement passer par les stories. Après, je pense que LinkedIn est aussi c'est pas mal, plus peut-être de manière plus scientifique et plus professionnelle, on va dire, plus dans les détails. Instagram va être beaucoup plus succinct et aller droit au plus but. à l'essentiel. Ok. Parce que c'est je pense un réseau qui permet d'aller plus vite et de donner des fragments d'informations. Après à nous d'aller aussi chercher le reste des informations super. sur Internet ou dans les livres aussi. Justement, LinkedIn, tu as des fonctions, comme tu dis. Aussi sur Instagram, tu as des fonctions de sondage, mais sur LinkedIn, tu as des fonctions de newsletter qui sont plus tournées pas que pour les entreprises, mais aussi pour le consommateur, tout simplement. Et quand une personne lambda, que ce soit pour l'environnement ou quoi, il y a des collectivités qui sont présentes, des entreprises. Il y a 840 000 entreprises françaises sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, des personnes comme vous et moi, qui sommes en études ou au CDI, on peut juste par curiosité, par information, se renseigner sur ce réseau social. Parce que c'est fiable aussi. Enfin, je veux dire, il y a une certaine fiabilité quand même. Bon, il faut toujours. Voilà, c'est pour ça qu'on est porté aussi à ce niveau-là. Il y a un grand champ là-dessus sur la désinformation et sur. C'est ça. Mais en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, les entreprises peuvent utiliser aussi les réseaux sociaux pour vendre leurs produits. Totalement. Il y a la publicité. Et ça, c'est très attention, tout ce que vous voyez en sponsor. Vous voyez tout ça là, c'est très dangereux. Faut faire attention. Parce qu'on peut se faire passer pour n'importe qui, on peut se faire passer pour n'importe quelle grande chaîne. Et en fait, c'est pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un gros manque de réglementation à ce niveau-là. Bon, après, on part dans le juridique, etc. Mais effectivement,
il y a la publicité. Et ça, c'est un biais qui est très... Puis il y a aussi, au-delà du contenu qui est proposé, il y a aussi l'évaluation personnelle de l'utilisateur. On sait que, d'une manière générale, on est tous très sensibles aux biais, très sensibles aussi aux fake news. On a beaucoup de mal à évaluer. Puis non seulement on est déjà porteur de biais tout court, on n'est pas sensible, on est biaisé puisqu'on est des humains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup en soi d'entreprises et même de la recherche tout court qui a été portée sur tout ce qui est nudge. Et donc, qu'est-ce que le nudge? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air, c'est pas horrible. Non, c'est pas horrible. Le nom, on dirait, mais... D'origine, c'est censé être très gentillet. Donc, c'est-à-dire, ça va être qu'est-ce que le nudge? De base, ça se pose sur l'étude donc, du fonctionnement humain et donc surtout du fonctionnement des biais humains. Donc, c'est-à-dire, dans les biais, il va y avoir par exemple biais de confirmation d'hypothèse où on a tendance à sélectionner les informations qui correspondent concrètement, à nos hypothèses. Tous les hommes politiques qui veulent défendre une thèse, quelle qu'elle soit, vont forcément sélectionner ce qui les intéresse et ignorer le reste. Ah, d'accord, un complotiste, par exemple, a un énorme biais de sélection et de confirmation, puisque vous aurez beau lui exposer des preuves que, par exemple, la Terre est ronde, déjà, il sera dans un certain déni, mais surtout, il ignorera complètement ces preuves-là et conservera uniquement les preuves qui les intéressera. Et ça, c'est un biais qu'on a tous. Tu as très bien résumé. C'est un bon exemple, le complotisme. Mais du coup, il y a tout un panel aussi de biais qui est long comme le bras, clairement. Et donc, les nudges, le but d'un nudge, c'est en soi, essayer d'orienter un choix, mais tout en laissant le libre arbitre. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple de nudge typique, c'est un gérant de cafétéria veut que ses clients mangent mieux. Juste tout simplement mangent plus sain et qu'ils arrêtent de choisir l'option burger et choisissent un petit peu plus l'option salade. Du coup, le nudge, à ce moment-là, ça va pas être de cacher le burger, puisque là, on retire le choix à la personne. Ça va être de plutôt placer la salade au niveau des yeux et au début de la file. Parce qu'il a remarqué que les clients ont tendance à prendre au début de la file et à la fin de la file, et au milieu, c'est pas beaucoup touché. Du coup, il va mettre la salade au niveau des yeux, au début de la file et à la fin de la file, toujours au niveau des yeux, et les burgers un petit peu plus au fond, etc. Donc en soi, il y a toujours la possibilité, mais on te présente en premier lieu une information qui n'était pas forcément celle sélectionnée de base. Et donc ça va être le principe du nudge. Ça va être toujours laisser le choix à la personne, mais lui présenter peut-être d'une meilleure manière l'autre possibilité. Et puis, désolé de te couper, l'un des nudges aussi qui est le plus connu, c'est dans les urinoirs. C'est l'espèce de petite mouche qui se trouve dans les urinoirs. Parce que le constat qui a été fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le constat qui a été fait dans les urinoirs, on sait dans quel état ça peut être, c'est que tu vises pas correctement et du coup tu te retrouves avec pas mal de matière un peu partout. Et le fait d'avoir cette petite mouche qui est présente, tu te dis elle me dérange, j'ai envie de la viser, machin. Voilà, tu vises mieux et du coup il y en a moins partout. C'est le nudge le plus commun. Le plus commun. Très pratique. Voilà, pour donner un petit exemple. Et maintenant, ça, c'est des nudges qui sont gentils, qui laissent le choix. Nudge, on va dire, c'est positif. Et assez positif pour essayer de changer un comportement qui peut être un comportement négatif, et donc dans le but d'aider et d'améliorer en fait la vie ou juste une situation particulière chez les personnes. Maintenant, ce qui est un point assez intéressant, c'est qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les dark patterns. Et comment les réseaux sociaux les utilisent. Donc qu'est-ce qu'un dark pattern ? Et là, ça va être un nudge, mais dans lequel on retire le choix, soit le but n'est pas dans le but du bien de la personne, mais plutôt dans le but d'orienter son comportement à but pour notre propre intérêt personnel, propre intérêt. Voilà. Du côté réseaux sociaux. Et donc ça va être considéré comme un dark pattern, puisque là, l'objectif n'est plus d'aider la personne ou d'améliorer sa situation, mais plutôt d'en profiter.
on va dire. Et donc là, il y a toute une liste de dark patterns que j'ai pu retrouver dans un article qui était très intéressant. On vous mettra de toute façon tout ça dans le lien. On mettra tout ça. Il y aura peut-être une image qui va pop-up. Ça serait chouette. Parce que je ne les ai plus du tout en tête. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils utilisent ces pratiques-là pour, par exemple, développer des publicités ou, un exemple typique, des fonctionnalités sur certaines applications. Par exemple, Facebook. Vous avez vu comme c'est difficile de supprimer son compte. C'est la fonctionnalité de suppression de compte est cachée à travers un amas d'informations insupportables. Et donc ça, c'est par exemple un dark pattern, c'est pour éviter que la personne supprime son compte. Pourquoi est-ce qu'on veut que la personne ne supprime pas son compte ? Parce qu'ils ont toujours accès à vos données dans ce cas. Alors que quand on supprime, ils n'ont plus accès à vos données. C'est important à noter parce que dans ce cas, ils jouent sur tout le cadre législatif de la RGPD, donc c'est la réglementation de la gestion des données. On appelle ça le scroll. Enfin, du coup, scroll en anglais, c'est le fait de défiler. Voilà, de défiler. Et je sais que sur Instagram, je sais aussi que sur TikTok, tu peux scroller infiniment finalement. Et ça aussi, ça peut jouer sur un dark pattern. Oui, parce qu'en fait, on adore tout ce qui est le domaine dopaminergique. Et du coup, ça donne de la joie au cerveau. Donc c'est d'avoir le domaine de quoi ? Dopamine, c'est le système neurotransmetteur relié à la circuit de la récompense, du plaisir. C'est le circuit de la récompense. Et quand on regarde des vidéos, en fait, le cerveau il est content parce qu'il a plein de stimulations. Et comme elles sont courtes, on change de sujet souvent. Et donc, le cerveau il est content parce qu'il n'a pas d'effort à faire. Et c'est marrant parce qu'il y a toute une théorie sur les systèmes aussi qui est développée, où il y a le système 1, c'est le système automatique, inconscient, et le système 2, le système conscient et réfléchi. Et le système 3, le système d'inhibition. Voilà, tout à fait. Je ramène à mon idée, s'il te plaît. Et tout à fait. Et du coup, pour vous définir un petit peu ces systèmes, c'est généralement le système inconscient. C'est surtout sur ça qu'en fait les réseaux sociaux vont jouer, parce que c'est l'inconscient et c'est celui qui demande le moins d'énergie. Le moins coûteux. Et c'est pour ça que souvent on va être de manière passive sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, comme c'est facile et c'est intuitif, souvent les réseaux sociaux ils jouent là-dessus. Yeah. Alors que le système 2, le conscient, là, il faudrait réfléchir. Donc ça va par exemple être une interface mal foutue comme de pas possible. Ça va être épuisant et généralement, on va vite la lâcher. Alors que les interfaces ultra intuitives, où il n'y a pas de souci, on sait directement où tout est, ça joue sur le système 1 parce que c'est inconscient, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça va vite et le corps, il est content. Je ne sais pas si ça permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Paul sur le fait que le sommeil. Sur TikTok, tu scrolles, mais au bout d'un moment, tu vas pas avoir je sais plus comment le mot que tu as utilisé, mais tu vas être pas bloqué, mais tu vas avoir une information qui dit attention, il est tard, il est 1h du matin, il est temps de dormir peut-être. Et c'est régulateur. Une suggestion. Voilà, un régulateur, modérateur. Ouais, voilà, c'est un nudge aussi, un bon nudge. Voilà, et ça, mais ça t'empêche pas de continuer. Ça te fiche pas l'application. Et du coup, pour rebondir là-dessus, l'adolescence, c'est le moment où du coup on est en pleine période de construction, des fois de grosses remises en question, et c'est là où on est un peu dans l'effervescence. Oui, dans l'effervescence. Donc qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça et justement à la consommation des réseaux sociaux, l'impact que ça a sur les adolescents. Sur les adolescents, ouais. Alors la grande base qu'il faut connaître, qu'il faut avoir quand même, c'est de se dire, souvent on dit voilà, les réseaux sociaux vont avoir un impact sur le développement pendant l'adolescence, mais au final la question c'est aussi de se demander est-ce que le terrain de l'adolescence n'est pas propice à l'utilisation des réseaux sociaux, et ça a été je ne vais pas dire démontré, mais c'est des pistes qui sont envisagées. Ce qu'il faut bien comprendre, je vais faire un peu de neurosciences, mais très rapidement, c'est qu'on a deux grands systèmes au sein de notre cerveau. On a un système qui est plutôt émotionnel, le système limbique, qui est un système qui mature très rapidement, bien avant l'adolescence. Et vous avez un système qui est donc un système préfrontal, juste derrière votre front, qui est ce qu'on appelle le système du contrôle cognitif, qui lui mature beaucoup plus tardivement. Donc le système contrôle cognitif, les fonctions exécutives, c'est le fait de pouvoir vous contrôler, vous réguler. Je parlais d'inhibition tout à l'heure, c'est le système de l'inhibition, tandis que le système émotionnel va plus se retrouver dans le système 1, on va dire, donc le système un peu plus automatique. Et l'adolescence, en fait, la particularité neurobiologique et neuroanatomique de l'adolescence, c'est que
aux ados, le système émotionnel est mature, alors que le système du contrôle cognitif ne l'est pas. Donc vous avez cet écart, cette asymétrie de maturation qui donne tous les caractéristiques typiques qu'on connaît des adolescents, le fait qu'ils peuvent être impulsifs et défier l'autorité, le fait notamment qu'ils soient très sensibles à l'injustice et littéralement, quand un adolescent est devant une injustice, c'est les aires cérébrales de la douleur qui s'activent. Donc pour eux, voir une injustice, c'est comme si ils prenaient un coup. Voilà, c'est une vraie souffrance physique. Et ça peut expliquer aussi l'engagement des adolescents dans les grandes causes, le fait cette idée d'injustice. Et donc c'est pour ça que je pense au niveau des causes environnementales, notamment Instagram, ça fonctionne beaucoup mieux que par exemple LinkedIn, parce que les jeunes sont beaucoup plus sur Instagram. Et là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, par exemple sur la question du sommeil, effectivement les écrans vont impacter le sommeil, mais encore faut-il comprendre comment le sommeil des adolescents fonctionne. Littéralement, votre sommeil quand vous êtes adolescent, il se décale naturellement parce que votre pic de mélatonine se décale de 2 heures. Qu'est-ce que c'est, mélatonine ? Alors la mélatonine, c'est l'hormone qui vous permet de dormir. C'est l'hormone qui fait en sorte que quand vous fermez les yeux, vous allez dormir. Et vous avez besoin d'un pic de mélatonine pour rentrer dans les phases de sommeil. Et en fait, tout le cycle du sommeil chez un ado se décale. Mais ce n'est pas à cause des écrans, ce n'est pas à cause... c'est naturel, c'est quelque chose avec ou sans écran. Mais si vous rajoutez des écrans, effectivement, ça va avoir un impact encore plus néfaste. Ça va renforcer les problématiques préétablies. Et au final, c'est un peu ça aussi, les conclusions qu'on tire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'impact très très négatif des écrans, mais par contre, ça va venir accentuer les problématiques qui sont déjà présentes. Si vous avez des difficultés attentionnelles, ça ne va pas aider. Si vous avez des difficultés mnésiques, ça ne va pas aider. Mais on ne peut pas dire, là, en l'état, ça pose problème. Une chose aussi qui a été mise en évidence, c'est le lien entre temps d'écran, sur les réseaux sociaux notamment, et bien-être. Le lien, il est positif et il est de 0,04. Vous avez 0,04% de votre bien-être qui est expliqué par l'utilisation des écrans. Et ça, c'est quoi? C'est une méta-analyse qu'il a... Ouais, c'est une analyse longitudinale. D'accord. Et c'est ridicule. Pour revenir sur ce petit chiffre que tu nous as donné, c'est très petit. Donc mais selon les études, certains concluent que c'est un problème qu'il y ait ce lien, et d'autres concluent que ce n'est pas un problème. Ouais, c'est-à-dire que même au sein des scientifiques, on n'est pas d'accord sur si c'est une problématique de santé publique ou pas. Oui, on revient sur la problématique c'est quand même un axe de recherche qui est très jeune. On peut retrouver des effets positifs comme des effets négatifs. Comme on a parlé tout à l'heure aussi sur l'anxiété et la dépression des jeunes adultes, c'est pas une cause, mais c'est un aggravant. En tout cas, tout à fait. Ou du moins ce qu'on peut voir sur certaines études, et il y en a d'autres qui ne montrent pas d'effets, il y en a qui montrent des effets, et c'est en fait trop tôt pour définir réellement l'effet réel en fait, des réseaux sociaux, et surtout il y a une différence inter-individuelle, donc entre chaque personne qui rentre en compte aussi. Moi je voulais rebondir sur ce qu'a pu dire Angela tout à l'heure, quand tu as utilisé un terme qui m'a intriguée, c'est le terme un peu boosté sur les réseaux sociaux. Du coup, je sais pas, la visibilité de l'entreprise, enfin voilà. Par quoi ça passe du coup exactement le fait de booster tout ça? Est-ce que ça utilise en quelque sorte des biais qu'on peut avoir en tant qu'être humain pour booster justement et pour favoriser? Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu viens de me faire rappeler un de mes cours de licence, mais il faut que je m'en souvienne. Effectivement, les billets, il y a des billets qu'on va pouvoir, des leviers marketing. Nous, on appelle ça plutôt des leviers marketing. D'accord, vous appelez ça comme ça, ok. Effectivement, on avait fait une map et avec ce que le consommateur entend, ce que le consommateur comprend à travers ce qu'on va lui diffuser sur les réseaux sociaux, entre ce qu'il veut et ses besoins. On va parler de persona, nous en marketing. Oui, ok. Persona, c'est-à-dire qu'on va définir notre cible type et pour essayer de la comprendre et de chercher des leviers émotionnels. Donc par exemple, je sais pas, moi j'étais dans l'automobile sur ma dernière alternance. Ce que recherche un client s'il est en panne, c'est une location de voiture rapide et pas chère par exemple. Parce qu'on va mettre en place, forcément, c'est pas une voiture hyper haut de gamme, ça va pas lui correspondre. On va chercher à atteindre notre cible en lui proposant des choses pas chères du tout et en les mettant bien en avant avec des visuels attrayants. Il y a tout un travail autour de ça. Et effectivement, et c'est pour ça que j'utilisais le terme booster sur LinkedIn, parce qu'on parle de booster les performances pour essayer de générer ce qu'on peut générer du chiffre grâce à LinkedIn.
on a des leads, enfin je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on peut générer des prospects, après les amener dans notre CRM, enfin il y a plusieurs choses. D'accord, ouais. Mais voilà, ouais, totalement. C'est un booster de performance et il y a des leviers émotionnels qui sont utilisés en marketing. Ok, et dans ton parcours du coup universitaire, marketing, là c'est intéressant parce qu'on est en train de faire le pont justement entre la psychologie et le marketing. C'est des termes qui sont, c'est pas les mêmes termes, mais c'est des définitions qui peuvent se rejoindre et c'est intéressant de voir que c'est des termes qui sont différents, mais qui veulent dire la même chose en soi. Et du coup, est-ce que tu as eu des cours spécifiquement de psychologie ou justement le terme c'était marketing ? Oui, j'ai eu un cours, mais je saurais plus pas vous dire lequel c'était. Je me souviens plus du nom, mais effectivement, on a eu une intervention, même pas de nos profs, d'une personne extérieure, qui était spécialisée dans la recherche. Enfin, je sais plus du tout. J'ai vraiment rappelé. Mais en psychologie, vous expliquez un peu le fonctionnement de l'être humain pour pouvoir ensuite utiliser ces leviers-là, pour que vous puissiez ensuite... Avec même des mises en scène, parce qu'au-delà de la théorie, il y avait de la pratique. On essayait on a fait des jeux de rôle où on essayait de faire comprendre qu'est-ce qu'on voulait à notre vendeur. Enfin voilà, des choses comme ça, un peu de commercial. Et du coup, elle vous a aussi parlé des réseaux sociaux ou Oui, bien sûr. Oui, avec les réseaux sociaux, les leviers qu'on peut mettre avec les Google Ads, Instagram Ads, tout ça, toute la partie Ads, advertising, donc la publicité. Ça, c'est le gros levier qui génère le plus de chiffres pour les entreprises, c'est clairement les ads. Ça génère des millions, en tout cas de dollars. Ça génère des Et comment tu le vois, toi ? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif ou de négatif ? Enfin, je sais que c'est pas noir ou tout blanc, mais est-ce que tu peux... comment est-ce que tu vois ça ? Et comment est-ce que vous voyez ça aussi ? Ça peut être positif, tout dépend après de comment tu amènes la chose. Mais le but d'une entreprise, c'est de vendre. Il faut vendre. Et que ce soit du e-commerce ou autre. Et quand on utilise les réseaux sociaux, c'est positif pour moi, mais... après, tout dépend. Il faut l'utiliser à bon escient et il faut que les autres soient aussi conscients, finalement. Ce que je trouve important, c'est... Ce que je trouve important, c'est de savoir déjà la place qu'ont les sciences cognitives, en fait, dans le développement de toutes ces publicités, en être conscient. Et du coup, quand on en est conscient, on sait ce qui peut se passer et de quelle manière on peut être aussi impacté par ça. Si je peux me permettre, est-ce que c'est positif ou négatif ? Je pense que ça dépend aussi de où on se place. Effectivement, pour une entreprise, cette utilisation-là et si la recherche, ça va être le profit, etc., oui, ça va être positif. Après, moi, peut-être pour revenir aussi à notre environnement, à l'environnement en général et aussi à l'écologie, à ce niveau-là, ça va peut-être plus profiter à la consommation et à la surconsommation. Et dans un monde où on va essayer plutôt de peut-être aller vers une décroissance du moins matériel ou autre, c'est vrai que l'augmentation de ces l'utilisation de ces publicités, de donner envie sur ces choses-là matérielles, j'aurais plus tendance à dire que ça va peut-être être un des points noirs pour notre environnement et le développement de cet environnement-là et justement de cette surconsommation, cette surconsommation-là qui est aujourd'hui un des problèmes, on va dire, des causes de la perte de biodiversité et d'environnement-là. Donc effectivement, je pense que ça dépend vraiment du point de vue dans lequel on va se placer, on va dire. Ouais, c'est ça, parce que finalement, ça peut être le meilleur des outils comme le pire des outils. Et on revient toujours à cette notion de respect de l'éthique, des valeurs qu'on veut véhiculer à travers le support qu'on utilise. Et est-ce que la solution dans tout ça, et je vous propose maintenant à ce qu'on passe aux ouvertures, ça serait pas par l'éducation. Vous avez tous proposé une ouverture parce que vous avez tous travaillé dessus. J'en ai moins parlé, je pense, pendant le débat, mais de l'impact de la pollution numérique que peuvent avoir les réseaux sociaux. Donc la pollution numérique et les réseaux sociaux, le flux de données qui se stockent sur les data centers et qui demandent énormément d'énergie en continu 24 heures sur 24. Et pour cela, je me demande, est-ce que ça serait peut-être intéressant pour continuer à garder cet impact social qui est important et qui est aujourd'hui rentré dans nos mœurs,
aller vers aussi des réseaux sociaux peut-être plus durables et éco-conçus. L'éco-conception, si j'essaie de définir ce que c'est, dis-moi si je me trompe. Si je peux essayer de le définir, c'est de prendre en compte dans la conception d'un objet, sa durabilité, son impact sur l'environnement. De concevoir un objet de manière durable qui respecte l'environnement avec soit le recyclage. Voilà. Okay. Là-dessus, c'est de concevoir des réseaux sociaux peut-être plus durables sur la technique et les plateformes utilisées et par rapport aussi au stockage de données, notamment l'énergie utilisée pour le stockage, la plateforme et le moyen. Ça commence... Ouais, j'allais te poser la question. Selon certaines études, ça commence. Il y en a qui se développent un peu, mais ils sont encore très peu connus. Mais je pense que ça pourrait justement être peut-être un moyen de continuer à utiliser tout ce que peut nous apporter dans le rassemblement, dans tout ça, des réseaux sociaux, en ayant un impact carbone amoindri. Voilà, amoindri là-dessus. Ok, merci. Super belle ouverture et proposition. Paul, est-ce que tu as... Alors je ne pourrais pas rebondir non, pas rebondir, mais reprendre un peu ce que tu as pu dire ou ce qui a pu être dit pour proposer une solution, une ouverture. Dans la psychologie du développement et de l'éducation, on peut parler, on a parlé de l'adolescence, on a parlé du sommeil, la question aussi de troubles et de difficultés. Je pense qu'il y a vraiment, il faut placer dans le débat aussi la question de l'éducation aux écrans, au numérique. C'est très important. La question de la sensibilisation, parce qu'effectivement, on a eu très récemment la Chine qui a limité, bloqué, je crois, non, limité ou bloqué, je ne sais plus, l'utilisation de certains réseaux sociaux. Bon, c'est une méthode, mais c'est peut-être pas la bonne méthode. Et je pense aux antipodes de cette méthode, ça va être la sensibilisation et l'éducation aux médias numériques. Ça commence déjà, c'est assez limité, mais c'est en cours et en voie. Et on a aussi un peu parlé de tout ce qui va être lié à la désinformation, aux fake news. Les réseaux sociaux, ça peut être une source d'information énorme, mais aussi de désinformation. Une des dernières choses, c'est de bien comprendre que si on compare les différentes générations, ça va être dans la perspective développementale aussi, c'est de se dire que oui, peut-être qu'il y a des différences générationnelles, mais il y a surtout un monde entier qui est en constante évolution, qui est en pleine évolution. Toujours. Et ça va être difficile de quand même se dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'avait pas tout ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Peut-être pas. Je ne pense pas que ce soit là la question. La question, c'est notre monde évolue. On n'apprend pas de la même manière. On s'adapte. On s'adapte et il faut du coup adapter toutes les structures. Et ça, c'est une perspective... j'allais faire une pub pour mon labo, mais c'est une perspective qui est fondamentale de se dire du labo à la classe ou des études générales vers une application sur le terrain. C'est quelque chose qui est super important et ça concerne autant la classe, la famille ou même de manière sociale. Effectivement, il faut bien sensibiliser les gens et il y a de plus en plus d'outils qui... Sensibiliser les gens aux réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux finalement. Malheureusement oui, malheureusement et heureusement. Voilà, grâce aux réseaux sociaux, donner des codes pour comment et inciter les jeunes à aller s'informer autrement après avoir vu telle ou telle information sur un réseau social. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Dans la classe aussi. Oui, aussi dans la classe. Inciter à le faire presque systématiquement pour justement éviter les fake news et la diffusion de fake news. Oui, tout à fait. Et dernière petite question concernant ton ouverture et après je passe tout de suite à toi Chloé. C'est promis, je sens que tu es chaude là, je sens que tu es prête à nous balancer ton ouverture. Totalement en lien J'arrive. Quand tu disais qu'il y avait déjà des programmes de sensibilisation qui étaient mis en place, est-ce que tu aurais un exemple un peu à nous donner Un exemple, alors de sensibilisation au numérique et aux réseaux sociaux, je pense pas. Par contre, par exemple, il y a les coniclasses, donc sensibilisation aux sciences cognitives. En fait, on a eu des études qui ont prouvé que le fait de faire ce qu'on pourrait appeler de la psychoéducation dans le champ clinique, mais on va appeler de la sensibilisation aux sciences cognitives et aux neurosciences auprès des enfants, des ados et des adultes, ça a un effet super important sur comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Cette prise de conscience Tout finalement. à fait. Et effectivement, les coniclasses par exemple, ce sont des programmes où c'est des programmes scolaires
classiques, comme on peut en voir partout, mais qui se basent sur les sciences cognitives et qui aussi amènent à sensibiliser sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on peut développer notre mémoire, nos apprentissages, nos systèmes attentionnels, etc. Et c'est des choses qu'il faut, il faut sensibiliser les gens à ça, parce que c'est assez méconnu. On parle de sciences cognitives, de psychologie, parfois on se dit oh là là, c'est voilà. Non, il faut développer parce que c'est des sciences dures et c'est super important à avoir en tête en fait. Ce genre de programme, c'est à l'initiative des enseignants et des écoles. Alors l'initiative, je ne sais pas, mais par contre c'est de concert avec les écoles et les enseignants, et c'est vraiment un travail pluriprofessionnel entre les chercheurs en sciences cognitives, les enseignants, les directeurs d'école. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. Alors c'est très dépendant aussi de la politique gouvernementale et éducative de notre pays. Mais j'en parlais hier, mais c'est pas grave. Mais effectivement, il faut le développer, il faut sensibiliser, et ça, même avec des bouquins, il y en a des livres. On donnera des références, de très très bonnes références accessibles à tout public. Il faut surtout pas hésiter parce que ça peut changer. Moi, je dis souvent, le cerveau, c'est une mine de super pouvoirs. Exactement. Il faut s'en rendre compte parce que sinon on ne les utilisera pas, c'est dommage. Ok, merci beaucoup. Super intéressant. Chloé, vas-y. C'est ton moment. C'est ton moment. Et je pense que Paul a résumé la plupart de mes C'est vrai, mais si tu veux rebondir quand même par rapport justement. Du coup, parce que quand même la psychologie développementale et cognitive sont quand même très reliées, donc forcément on va patauger dans la même mare. Et du coup, donc, comme Paul le disait, ce qui est important, c'est la sensibilisation, mais aussi donc, le partage de connaissances sur ce qu'il se passe, comment ces informations sont utilisées. Donc déjà, avoir une connaissance sur ne serait-ce que nos propres processus cognitifs, savoir comment on fonctionne, qu'est-ce que les fonctions exécutives, comment elles se développent, comment elles sont utilisées, donc même juste pour l'inhibition, l'apprentissage, comment on apprend, tout ça tout simplement, comment est-ce qu'on peut être influencé, notamment par les biais et tout ça. Donc ça, pour un point d'ouverture, ça serait important de le faire apprendre aux gens, ne serait-ce que de leur montrer de par cette vidéo, en fait, c'est comme ça que c'est utilisé, c'est comme ça qu'aussi des recherches sont faites dessus, pour déjà nous-mêmes savoir comment on fonctionne, mais que malheureusement, ce n'est pas seulement utilisé à cette échelle-là. Pour notre bien, donc c'est très important de le savoir, et donc de continuer à se renseigner sur les sujets, de savoir aussi la portée qu'ont les informations, et qu'il n'y a pas non plus que du côté négatif, et qu'en sachant en fait comment ces informations sont utilisées aussi, on peut aussi les contrer. Exactement. Du coup, notamment si je n'ai pas envie de faire pipi sur la mouche quand je suis aux toilettes, et je peux ne pas faire pipi sur la mouche. Ça, j'espère que l'exemple sera retenu. C'est un choix. Sinon, dans le contexte, ça va être assez difficile à comprendre. Faut garder le contexte. Ça, faut garder aussi en tête qu'on a le libre arbitre, et que on ne peut pas nous le retirer en fait. Et oui, même il faut le garder, il faut ça, le développer, il faut le nourrir. Même si certaines techniques, toujours l'esprit critique, c'est important. Même si certaines techniques ne veulent pas le garder, on l'a toujours. Et oui, Angela. Oui, j'ai beaucoup parlé de LinkedIn. Oui. Je me suis vraiment focalisée là-dessus pour l'insertion professionnelle. Et il y a aussi, comme je disais, d'autres réseaux sociaux qui ont aussi une petite place pour les professionnels. Donc Instagram, Snapchat aussi. Il y a et TikTok aussi qui commence petit à petit à se pencher vers les professionnels. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention à savoir sur quel réseau social se positionner en fonction de son activité. Je parle pour les professionnels. Mais comme chacun propose à peu près la même chose, chacun évolue, fait des mises à jour, et au final, à la fin, on se retrouve avec beaucoup de possibilités. Et pour les entreprises, c'est pas simple de savoir où se positionner. C'est pas forcément une solution. Voilà. Donc il y a plein d'outils qui sont donnés pour nous en tant que marketing pour pouvoir élever notre entreprise, notre image de marque, la diffuser. Mais c'est vrai qu'il faut garder cette distance et savoir où se positionner. Pour communiquer la meilleure façon possible. En fonction de vos stratégies, de vos centres d'intérêt, du public qui est visé, prendre en compte ces paramètres-là pour choisir, pour investir le ou les plus intéressants pour vous.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On a pris vraiment un grand plaisir à tourner, à échanger, à débattre tous ensemble. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à aimer et aussi à nous dire en commentaire un peu tout ce que vous en pensez, à donner votre avis tout en nuançant bien évidemment. Et du coup, les réseaux sociaux, décadence ou progrès ?